Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sciences industrielles. La vidéo d'aujourd'hui portera sur les machines asynchrones et donc je ferai le bilan de puissance de cette machine asynchrone et on va calculer et tracer le couple électromagnétique dans cette machine. Alors pour faire ça, je vais m'appuyer sur le modèle de Ben-Eschenburg que l'on a vu dans la vidéo précédente. Donc je vous le rappelle ici, hein. Alors je ne remets pas le détail sur les différents éléments. Mais je vais le redonner rapidement à l'oral. Donc la résistance RS et l'inductance LS, c'est résistance et inductance propre des éléments du stator. La résistance RF modélise les pertes fer. L'inductance LF et l'inductance magnétisante liées au circuit magnétique de la machine asynchrone. La résistance RR et LR sont la résistance et l'inductance propre du rotor équivalent ramené au stator. Enfin voilà, c'est très compliqué, c'est pas voilà ce qui modélise en tout cas. Et la résistance RR facteur de 1 G sur G modélise la charge appliquée à la machine. Alors le bilan de puissance, je vais je vais vous le donner tout de suite et puis on va le compléter au fur et à mesure. Donc on commence obligatoirement par la puissance absorbée. Et puis on va finir au bout, alors voilà, hein, je le redis, la flèche au bout est un peu plus étroite, ce qui correspond à des pertes, hein, voilà, au fur et à mesure de l'avancement. Donc ici je vais écrire tout de suite CU oméga, donc couple utile fois oméga, et voilà, donc je vais faire ce bilan de puissance, hein, je vais le faire en régime permanent, en moteur, hein, histoire euh, d'être sur un mode de fonctionnement fixé et en régime permanent pour dire que toutes les grandeurs sont stabilisées et que tout va bien. Donc je commence avec la puissance absorbée. Alors la puissance absorbée, si on regarde entre le modèle ici et ce qu'on va pouvoir écrire, donc la puissance absorbée c'est celle qui est fournie au niveau du stator. Et donc ça va être égal ici alors à 3 fois. Donc je vous le redis pourquoi, parce que ce modèle de Ben-Eschenburg, c'est le modèle électrique équivalent d'une phase. Et voilà, machine asynchrone, il y a 3 phases. Enfin, elle est alimentée en 3 phases. Donc cette puissance absorbée, c'est bien 3 fois la puissance absorbée de ce montage-là. Donc ça va être V, donc rang V, la valeur efficace des tensions simples, I1, valeur efficace du courant I1, cos phi, phi étant le déphasage donc, qui existe entre V et I1 dans une phase de la machine asynchrone. Alors ensuite, si on regarde, donc ça c'est la puissance, hein, qui rentre à ce niveau-là dans la machine. Et donc quel est le premier élément qui va consommer de la puissance active qu'on rencontre dans ce modèle? Donc c'est la résistance RS, elle modélise donc la résistance du fil du stator, et donc ça correspond à des pertes joules. Donc les premières pertes que l'on va rencontrer, ce sont les pertes joules statoriques. Donc les pertes joules statoriques, c'est 3 fois la résistance RS fois I1 au carré. Élément suivant, donc la résistance RF qui modélise les pertes fer. Donc là, on va pouvoir écrire une expression pour les pertes fer. Donc ça va être 3 fois E carré sur RF. Et là, en fait, on va faire une hypothèse parce que si on essaie de calculer E, c'est compliqué, la valeur efficace de E, parce qu'il va falloir prendre en compte le modèle complet. Donc en fait, cette valeur de E, elle dépend de V, mais elle va dépendre aussi donc de RS, LS, I1, enfin voilà. C'est complexe, c'est-à-dire qu'on peut avoir une expression qui dépend de V, directement des tensions, des caractéristiques d'alimentation de la machine, mais là, il va y avoir une expression qui va être importante, qui va faire intervenir RS et LS, pour pas grand-chose en fait, parce que RS et LS sont donc des éléments qui sont normalement de faible valeur, ce qui veut dire que la chute de tension, donc si je traçais une tension ici, que je vais l'appeler, je sais pas, delta U, par hasard, hein, voilà, delta U, et bien cette chute de tension que l'on retrouve aux bornes des composants RS et LS, et ben dans les faits, elle est faible, d'accord? Elle n'est pas négligeable, parce que si elle est négligeable, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte joule, mais elle est faible. Donc voilà, est-ce que finalement, alors pour le calcul des pertes joules, on ne peut pas le négliger, mais pour le vis-à-vis donc de la tension E, eh bien en fait, voilà, elle est vraiment, ça va être vraiment faible. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est de se dire que on fait une hypothèse, hein, et on va dire que ça c'est à peu près égal. Alors, pardon, voilà, c'est à peu près égal à 3 V carré sur RF.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de cap. Et donc voilà, donc, ici, on peut modéliser les pertes fer. Et on a leur expression grâce à l'hypothèse de cap. À ce moment-là, en fait, toute la puissance qui nous reste, celle qui est ici, la puissance qui est là, eh bien, c'est la puissance qui transite entre le stator et le rotor. Si on dit que toutes les pertes fer sont faites dans le stator, ce qui n'est pas vrai, mais voilà. Donc ici, à cet endroit-là, donc toute la puissance qui transite vers la partie droite à partir d'ici, je vais vous faire un petit trait histoire de... Voilà, tout ce qui va transiter à droite de ce pointillé, eh bien, on va appeler ça la puissance transmise au rotor, PTR. Alors bon, PTR, on a plusieurs manières de l'exprimer, hein. On peut l'exprimer en fonction de E et de I2 et puis du déphasage. Ici, je vais l'exprimer vis-à-vis des deux résistances RR et RR facteur de 1-G sur G. Donc PTR, on peut l'écrire comme étant 3 fois donc, la résistance RR plus RR facteur de 1-G sur G, le tout fois I2 au carré. Et donc, alors je l'écris comme ça parce qu'on va s'en servir un petit peu après. J'ai oublié une parenthèse. Et donc là, si on simplifie un peu cette expression, eh bien, on va se retrouver avec 3 RR sur G, facteur de I2 au carré. Cette puissance transmise au rotor, on va aussi l'écrire comme étant le couple électromagnétique fois oméga S. Oui, puisque on est dans le transfert qui se passe entre le stator et le rotor. Et qu'est-ce qui transmet, quel est le magnétisme quel est le phénomène magnétique qui transmet de la puissance ici? C'est bien le champ magnétique statorique qui tourne à la vitesse oméga s et qui donc va essayer de générer un couple électromagnétique lié à cette vitesse de rotation de ce synchronisme oméga s. Donc voilà, donc ici on est au niveau du rotor, et donc qu'est-ce qu'il va y avoir comme perte au niveau du rotor? Eh bien, il y a les pertes joules rotoriques qui sont liées à RR. Donc ici, je vais pouvoir rajouter encore les pertes joules rotoriques. Alors PJR, et si on essaye de calculer un petit peu, PJR, ça va donner donc 3RR facteur de I2 carré. Et puis, alors, voilà, ça tombe bien ou pas, je ne sais pas, mais ça fait 3 fois, pardon, ça fait pas 3 fois, ça fait G fois PTR. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant parce que si on arrive à avoir la puissance transmise au rotor, indépendamment de la résistance RR, hein, eh bien, ça va nous permettre de déterminer en fait les pertes joules au rotor sans avoir à déterminer la résistance RR. Puisqu'ici, le glissement, c'est donc la différence relative de vitesse entre la vitesse du champ statorique oméga s et la vitesse de rotation du rotor oméga. Et donc, quelques pourcents, hein, voilà, en général, sur une machine en régime permanent, on est sur 3, 4, 5%. Et donc, voilà, on a, si on mesure, si on est capable de mesurer à partir du stator la puissance qui est transmise dans le rotor en retranchant donc les pertes joules et les pertes fer, eh bien on est capable de donner la puissance électromagnétique qui correspond à PTR ici et donc les pertes joules et sans avoir à déterminer la résistance RR. Alors il nous reste des pertes encore à déterminer. Alors, on ne pourra pas les déterminer, donc ce sont les pertes mécaniques. Qui sont principalement liés au frottement à l'intérieur de la machine, hein. Donc là, on n'a pas de modèle, donc on n'a pas, voilà, on n'a pas de modèle de perte de frottement dans les roulements à billes, les frottements à l'air du rotor, tout ça, etc. Voilà, c'est très variable. Donc en général, on fait des essais. Rappelez-vous, on essaye plutôt de faire un essai à vide, parce que dans un essai à vide, la puissance utile est nulle. Donc on a une inconnue en moins, hein. Et puis après, voilà, on essaye de déterminer PTR. Et puis à partir de PTR, on est capable de donner pour un point de fonctionnement donné une valeur des pertes mécaniques. Et après, voilà, on va faire des hypothèses et puis on va essayer d'utiliser cette valeur pour avoir un modèle complet, un modèle plus large, entre guillemets, de cette puissance mécanique. Voilà un petit peu pour le bilan de puissance. Donc on peut s'en servir, hein, voilà, comme je vous ai dit, pour essayer de déterminer les éléments et puis essayer de déterminer un peu la puissance utile, etc. Et puis, bon, voilà, je remets l'expression, mais le rendement, hein, c'est bien la puissance utile sur la puissance absorbée.
Et ce rendement, voilà, sur une machine asynchrone, il est plutôt bon. Ce sont des machines qui ont sont plutôt robustes, et qui ont un bon rendement énergétique. Alors on va passer au calcul et au tracé du couple électromagnétique. Donc le couple électromagnétique, on l'a vu ici. Voilà, donc c'est avec la puissance PTR. Et donc si je reviens un petit peu, voilà, je reprends la portion du circuit au niveau de PTR et je vais simplifier un petit peu. Donc on va avoir donc ici la résistance RR sur G en série avec LR, alimenté par la tension E complexe, et on a un courant I2 complexe voilà, qui circule ici. Hein. Donc j'ai fait une résistance équivalente entre RR et RR facteur de 1 G sur G. Donc voilà le circuit que l'on a. Et donc on a écrit hein, que le couple électromagnétique fois oméga S, c'était égal à 3 fois RR sur G, facteur de I2 carré. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, ça serait de remplacer I2 et de faire apparaître les tensions d'alimentation, la tension d'alimentation de la machine, V, hein, ici. Donc je vais essayer de faire apparaître ça. Alors, je vais me servir de l'hypothèse de Cap, et puis voilà, on va dire que la valeur de V de E efficace est assez proche de la valeur de V efficace. Et puis on va essayer d'exprimer le courant en fonction de ça. Donc ici, si j'utilise la loi d'Ohm complexe, je vais écrire que E complexe est égal à RR sur G plus JLR oméga, facteur de I2 complexe. Donc quand je vais passer en module, quand je vais passer en valeur efficace, enfin oui, sur la partie module, alors j'utilise ici hein, les notations d'ELEC. Donc je fais le module, c'est bien la valeur efficace ici, donc ça va être grand E. Ah tiens, on va retrouver ici l'hypothèse de Cap. Facteur de RR sur G plus LR oméga. Alors attention, ça c'est au carré, ça c'est au carré, et le tout sous la racine. Facteur de I2. Et donc ça, on va dire que c'est à peu près égal à V. Et donc je vais remplacer, donc je vais isoler le I2, je vais le mettre au carré, et puis je vais le remplacer dans l'expression précédente. Alors je me permets aussi de passer le oméga S au dénominateur tout de suite. Donc ça va me faire 3RR facteur donc de V carré sur G oméga S facteur donc de RR sur G au carré plus LR oméga au carré. Et donc si je remets ça un peu en forme, histoire d'avoir quelque chose un peu habituel, donc je vais remplacer l'oméga S par petit oméga sur P, P étant le nombre de paires de pôles. Hein. Donc je vais obtenir 3PRR V carré sur G oméga. Pardon, le V carré, je vais le mettre ailleurs. Hop, voilà. Donc facteur de V carré sur RR sur G au carré plus LR oméga carré. Voilà pour l'expression du couple électromagnétique lié voilà, alors avec l'hypothèse de Cap. Hein. Donc je le renote ici, si ça peut aider. Donc avec l'hypothèse de Cap, on a un couple électromagnétique créé dans la machine asynchrone qui va ressembler à ça. Alors après, exercice classique, hein, c'est d'essayer de tracer l'allure de ce couple électromagnétique. Donc eh bien, il faut regarder un petit peu quand oméga, grand oméga, va être faible, grand, voilà, est-ce qu'il y a un maximum à cette valeur du couple, etc. Essayer d'avoir les points caractéristiques. Et donc, on va regarder au démarrage. Donc, quand oméga tend vers 0, qu'est-ce qui se passe? Alors vous allez me dire, mais monsieur, il n'y a pas d'oméga dans cette expression. En fait, si le oméga est caché dans le G, parce que dans le G, il y a oméga S moins grand oméga sur oméga S. Et donc quand oméga tend vers 0, eh bien, qu'est-ce qui se passe? G eh bien, il tend vers 1. Donc G tend vers 1. Et donc quand G tend vers 1, en fait, le couple électromagnétique, il a une valeur CD. Hein. Il faut remplacer G par 1 ici, on trouve cette valeur de CD. Ce qu'il faut regarder quand même, c'est que si G diminue, d'accord, je suis à G égale 1, et que je regarde quand G
diminue, eh bien, je trouve que le couple électromagnétique va augmenter. Donc voilà, hein, et ça c'est lié au fait que ici on est du G carré, là du G. Donc c'est globalement équivalent à du 1 sur G. Et donc en effet quand G diminue, eh bien, le couple électromagnétique va légèrement augmenter au voisinage de 1. Donc ça va me donner une allure donc de l'évolution du couple électromagnétique à ce voisinage-là. Ensuite, on va faire quand oméga se rapproche de oméga S. Donc là, en fait, le moteur va tourner très vite et même très très proche de la vitesse de la vitesse de synchronisme. Donc voilà. Donc là, ce qui va se passer, alors on l'avait vu hein, dans l'explication, dans la vidéo précédente, dans l'explication du fonctionnement. Si le rotor tourne à exactement, je dis bien exactement à la même vitesse que le champ statorique, il n'y a plus de variation de champ, il n'y a plus de variation de flux magnétique dans les bobinages rotoriques qui sont en court-circuit, il n'y a plus d'induction, plus de couple. Donc normalement, quand G, donc ça correspond à quoi? Ça correspond à G qui tend vers 0. Donc normalement, si on remplace G par 0 dans l'expression précédente, on doit trouver un couple électromagnétique nul. Et donc si G tend vers 0, en fait ce terme-là va être très très grand par rapport en tout cas à celui-là. Et donc on va se retrouver en fait avec un couple électromagnétique qui va être sensiblement égal. Alors je vais essayer de simplifier un peu, mais pas trop, parce que quand G est égal à 0, bah, y a plus du tout n'est plus intéressant. Mais on va se retrouver avec quelque chose qui va ressembler à 3RR sur fois V carré sur, donc G, je vais le garder, hein, voilà, P ici, petit oméga. Et dans la parenthèse, eh bien, je vais négliger le terme LR oméga, puisque G va être ici très petit et donc le terme ici très grand. Donc je vais avoir du RR carré sur G carré. Et donc ça, eh bien, si je regarde bien, c'est égal à quoi? Alors les carrés ici se simplifient. Le G va monter au numérateur. Les RR ici vont se simplifier. Donc je vais me retrouver avec 3 V carré P sur oméga et le tout fois G. Alors, je vais remplacer G par l'expression en fonction d'oméga, P sur oméga, facteur de oméga S moins oméga sur oméga S. J'ai oublié le RR. Et donc, si on regarde cette expression, bien quand oméga tend vers oméga S, on retrouve bien un couple électromagnétique qui va être nul, puisque oméga moins oméga S, ça fera 0. Donc, j'ai bien retrouvé l'idée de l'électromagnétisme que je m'étais faite dans la vidéo précédente. Et puis en fait, bon, bah, ça va ressembler à une équation de droite. Donc ça, c'est une équation de droite qui va être décroissante. Donc une équation de droite décroissante et qui va passer par 0, hein, qui va passer par CEM égale 0 à 0 à oméga égale oméga S. Alors donc donc là typiquement voilà ce que j'ai fait. Donc à oméga égale tend vers 0, j'ai un couple qui vaut une certaine valeur et il augmente. Et puis à oméga égale oméga S, j'ai un couple qui va être égal à 0. Donc bah, mathématiquement, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il doit y avoir au moins un maximum. Donc couple maximum, hein, CEM max. Donc ça c'est une question qui est intéressante et qui est souvent posée aussi dans les sujets. Donc on va essayer de trouver le couple électromagnétique max dans la machine. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire la dérivée de CEM par rapport à G, ou par rapport à oméga, hein, au choix. Et on va chercher quand est-ce que ça fait 0. Voilà, alors là, je ne fais pas le calcul. Il est facile, hein. C'est une dérivée de fonction, de 1 sur G, etc. Enfin, c'est pas très compliqué. Mais vous allez trouver une valeur de G correspondante à G égale à R sur LR oméga. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette valeur de G, eh bien, il n'y a qu'une seule valeur de G qui donne une dérivée nulle. Donc il y a un maximum. D'accord? Et ce maximum, bah, c'est CEM max. Et si on remplace G dans l'expression précédente pour obtenir l'expression du couple maximum, eh bien, on va obtenir 3P, paire de pôles, hein, V carré sur 2 LR oméga carré. Donc voilà, donc on a une valeur du couple max.
Et donc maintenant, on va essayer donc de tracer un peu l'allure, maintenant qu'on a déterminé des points caractéristiques, on va essayer de tracer un peu l'allure de tout ça. Donc le couple électromagnétique, on va essayer de tracer donc, le couple électromagnétique en fonction donc, de oméga, donc la vitesse de rotation du rotor. On peut aussi rajouter ici voilà, un axe de glissement G. Donc ici, G serait égal à 1, par ici, G serait égal à 0, ce qui correspond ici à la valeur de oméga S, et ici une valeur de oméga égale à 0. Alors ce qu'on a vu, c'est que quand oméga est égal à 0, donc le couple vaut une certaine valeur, CD, et puis ce couple a tendance à augmenter quand le glissement donc diminue ou quand la vitesse augmente. Donc on a une allure qui ressemble à ça à peu près. Enfin, voilà, c'est très schématisé. On a vu qu'à une certaine valeur de G qui correspond à G max, donc je le remets, hein, c'est bien les coordonnées du point, de ce point-là, hein, le point où le couple est maximum, on a cherché tout à l'heure. Donc ici, donc par ici, on a démontré qu'on avait un maximum. Donc ici, par ici, la courbe va tangenter, va venir tangenter donc une horizontale. Et puis la valeur correspondante à ça, donc ça va être CEM max. Et alors dernière chose aussi, donc c'est quand G tend vers 1 que non pardon pas G tend vers 1, G tend vers 0, que oméga tend vers oméga S. Et donc on a vu qu'on avait une équation de droite décroissante qui à oméga égale oméga S, voilà, le couple était égal à 0. Donc on avait les coordonnées d'un point, donc on passe par CEM égale 0 quand oméga égale à oméga S, et on a une équation de droite décroissante. Donc voilà, elle ressemble à ça, hein, grosso modo. Et donc voilà à quoi ça va ressembler hein, globalement. Donc on va avoir ici une montée, là on va avoir un arrondi pour venir tangenter là-haut, et puis on va venir redescendre pour essayer de se rapprocher par là, hein, dans cette zone-là, d'une droite décroissante qui va passer par ce point-là. Voilà à quoi ressemble le couple électromagnétique donc en sortie d'une machine asynchrone. Et donc il y a un élément qui est très important et qui est déterminant pour la suite aussi, c'est quand on regarde ici le couple max, donc je vais le réécrire ici, CEM max, c'est 3PV carré sur 2LR oméga carré. J'ai oublié un carré ici, pardon. Et là, il y a un élément qui est super intéressant, c'est 3P sur 2LR. Donc P, c'est le nombre de paires de pôles. Ça, je n'y touche pas, puisque le nombre de paires de pôles, je ne vais pas le changer au fur et à mesure du temps. Hein. Ou alors, il faut démonter la machine complètement, enlever les enroulements, etc. Enfin, voilà, c'est pas... l'inductance LR, c'est pareil, elle est liée donc, au bobinage, à la construction du rotor. Enfin, voilà, je ne peux pas toucher à cette grandeur-là. Par contre, les valeurs V et oméga, ça... je peux y toucher. V, c'est la tension d'alimentation. Et oméga, c'est la pulsation des courants d'alimentation. Donc là où c'est intéressant, c'est quand je vais vouloir faire de la variation de vitesse de ma machine asynchrone. Donc le truc que j'ai envie de faire, quand je veux faire varier la vitesse de la machine, eh bien, ça va être de modifier petit oméga. Parce que si je modifie petit oméga, je modifie oméga S. Et donc si je modifie oméga S, je vais modifier ce point-là. Je vais le déplacer là sur cet axe-là. Et donc ça va venir déformer un peu la courbe qui est ici. Donc si on a, je sais pas, je donne une droite de charge au hasard, voilà, ça va me donner un point de fonctionnement qui sera ici. Donc avec une vitesse ici oméga, un glissement faible, voilà, etc. Donc ça serait, donc si je déplace le oméga S ici, je vais déformer un peu cette courbe-là, et puis je vais décaler en fait mon point de fonctionnement, et c'est comme ça que je vais arriver à faire de la variation de vitesse. Donc pour faire de la variation de vitesse, je vais utiliser petit oméga. Donc je fais varier oméga. Sauf que quand je fais varier oméga, je vais avoir d'autres problèmes. C'est-à-dire que magnétiquement, je peux faire apparaître ce qu'on appelle des saturations magnétiques. C'est-à-dire que quand je vais diminuer oméga, je vais avoir des variations de champ qui vont être un petit peu plus faibles. Donc je peux diminuer ou augmenter le champ magnétique à l'intérieur de la machine. Et donc, ça va avoir un impact. Donc, je peux faire apparaître des saturations magnétiques ou je peux faire dégrader, entre guillemets, le flux. Et donc, si j'ai moins de flux, j'ai moins de couple. Et donc là, en effet, regardez, si je diminue oméga,
eh bien, je vais augmenter le couple électromagnétique max, mais en fait, non, pas dans la réalité, puisque je vais en fait saturer le circuit magnétique. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. J'ai pas envie d'avoir des saturations magnétiques. J'ai pas envie d'avoir des modifications de flux dans la machine. Et puis, dans l'idéal, j'aimerais ne pas avoir non plus de variation du couple électromagnétique maximum pour que ma commande soit simple. Parce que comme ça va rester, voilà, on va rester dans quelque chose de très simple. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire une variation. On va garder le terme V sur oméga constant. Ce qui va me permettre de garder le couple électromagnétique constant et ce qui va me permettre de garder le flux dans la machine constant, puisque V, ce rapport-là aussi, il est lié au flux qu'il y a dans la machine. Alors voilà, alors là je parle de V sur oméga, mais ça c'est équivalent à U sur F. Alors on entend plus parler de ce terme-là, U sur F constant. Donc ça, c'est une stratégie de commande des machines asynchrones pour la variation de vitesse qui est, voilà, c'est pas, j'ai pas envie de dire très utilisée, elle est utilisée quasiment exclusivement. Donc ici, quand on fait varier la fréquence pour faire varier la vitesse, eh bien, on va faire varier aussi la tension d'alimentation en conséquence en gardant cette stratégie de U sur F constant. Donc notre commande d'onduleur, là, eh bien, il va falloir, quand je change la fréquence, il faut que je change aussi la tension maximum d'alimentation de la machine en respectant ce critère-là, ce qui va me permettre de garder des caractéristiques de fonctionnement normales de la machine et en fait de faire des translations de la droite ici. Donc la droite de la droite, celle qui est ici, là, elle va être juste translatée sur la gauche. Ce qui va me permettre, en fait, eh bien voilà, là vous voyez, le point de fonctionnement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se déplace vers la gauche. Et donc là, ça y est, j'arrive à faire de la variation de vitesse de ma machine. Donc voilà, j'ai terminé sur la machine asynchrone. Je termine cette vidéo ici. Et j'ai terminé sur la machine asynchrone. Donc ce que j'ai fait là, que ce soit le modèle, le calcul du couple électromagnétique, le tracé du couple, le bilan de puissance, ce sont des exercices qui sont très classiques. J'ai même vu sur un concours un quasi copier-coller de ce que j'ai pu faire en classe ou ce que j'ai pu faire sur cette vidéo dans le déroulement des questions qu'il peut y avoir sur le sujet. Donc voilà, c'est de l'exercice qui est très classique, mais c'est efficace, ça marche. Il y a des calculs intéressants à faire et c'est tout à fait accessible. Donc voilà, c'est de l'ultra classique sur la machine asynchrone. Alors le prochain thème de vidéo que j'essaierai d'aborder, ça va concerner la commande en vitesse donc des machines. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur la variation, pour faire de la variation de vitesse sur un moteur à courant continu. Et puis on fera aussi, je parlerai rapidement aussi de la commande scalaire de la machine asynchrone. Mais on parlera aussi de la commande vectorielle des machines synchrones avec voilà, la commande dans le domaine de Park. À bientôt!